Adouat, professeur d'université et faculté de droit. Mon intervention sera plutôt un apport sur les deux questions qui m'ont semblé importantes. La première relative à l'implication de la francophonie dans ces questions de jeunesse, parce que l'intervenant l'a rappelé, Monsieur le ministre l'a dit, et Monsieur le ministre Henri Njombo aussi en a parlé. La francophonie, c'est un grand espace. C'est 890 millions de personnes qui se réclament de cet espace. C'est 60% de jeunes, la francophonie, et c'est 75 États. Et quand on voit l'Organisation des Nations Unies, c'est un peu plus de 190 États. Donc la francophonie, c'est presque la moitié en termes d'États qui regroupent l'ensemble de la planète. Donc, je voudrais juste attirer l'attention de tous que véritablement faire partie de cet espace francophone pour les jeunes, c'est une chance. C'est une chance et on devrait s'en servir pour aller au-delà des frontières, pour répandre cette idéologie de jeunesse, d'environnement. C'est fondamental, c'est important, d'autant plus que la francophonie, dans le cadre de l'Agence universitaire de la francophonie, a un large espace en matière donc d'éducation à l'environnement. C'était le premier point. Le deuxième point, très rapidement, c'est une question aussi qui était très intéressante sur les aspects philosophiques de la question. C'est vrai, c'est du droit, il y a du droit, il y a de l'économie, mais il y a aussi et surtout de la philosophie. De la philosophie non conçue comme une spéculation, non pas purement spéculative. C'est fondamental parce que ça nous ramène à l'éthique, à l'éducation. Si on repart dans les concepts grecs, nous savons ce que nous devons aux Grecs en tout ce qui concerne la philosophie. La Terre, on l'appelait Gaïa. On disait que c'était la Terre-mère. C'est d'elle que nous provenons. En détruisant la nature, est-ce que c'est comme cela qu'on doit se comporter vis-à-vis de sa mère? Je pense que les jeunes, très tôt, doivent prendre conscience de cette notion, de ces contextes, de ce concept philosophique de l'environnement. Pas comme une simple spéculation, mais surtout comme un état de conscience. Merci. Moi, je suis Luc Miko-Mokabonga, je suis journaliste, directeur de l'information de Congo Web. J'ai deux questions à vous poser. La première question, elle s'adresse à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne voyez pas que la question de la gestion de l'environnement vue sous l'angle du bassin du Congo doit être gérée dans un élan de cohésion entre les deux républiques? Mais l'impression que cela donne, cette gestion se gère sous les pesanteurs de leadership plus politique qu'environnemental, et ce qui fait que les deux pays ne semblent pas jouer la même partition. La deuxième question s'adresse au philosophe. Je suis bien d'accord avec lui quand il parle de la question du mieux-être dans l'environnement. Est-ce que, monsieur le philosophe, la question du mieux-être doit être, ou la problématique si vous voulez, doit être gérée en excluant l'autre aspect du problème du vivre ensemble? Je m'accroche à cet aspect par rapport à notre proximité. Moi, je suis du Congo-Kinshasa et j'ai visité 36 000 fois Congo-Brazzaville et je trouve que c'est fondamentalement un même peuple dans sa conception de la nature, du monde, dans sa vision de l'environnement. Est-ce que la question de la gestion de l'environnement qui doit lier les mieux-être est gérée sous l'angle du vivre ou du mieux vivre ensemble? Vous avez cette impression-là, vous, en tant que philosophe. Merci. C'était la dernière question. Donc, vos deux questions, elles ont dépassé un petit peu le cadre du débat. La première est politique. Je pense que vous n'avez pas pu visiter 36 000 fois l'autre côté du fleuve. C'est une exagération, monsieur. Donc, monsieur le ministre. Merci beaucoup, mais c'est des contributions. C'est des préoccupations qui viennent enrichir notre exposé. Donc, ça devait susciter pas assez de débats. Je salue effectivement les réflexions qui nous ont été faites par Madame Siméré. Oui, et là, je suis d'accord. Je n'ai pas suffisamment abordé l'action concrète des États. J'en ai appelé d'abord à la prise de conscience collective de la situation. Et puisque vous me poussez, vous m'amenez à aborder cet aspect, oui,
je dis que les États devraient agir, surtout l'espace francophone. Tenez, j'ai parlé tout à l'heure de la Confégès, qui a un fonds d'insertion pour les jeunes. Je crois que si vous êtes une organisation de jeunesse, vous postulez nécessairement des financements à travers de ce fonds. Alors, les États qui se réunissent aujourd'hui, et c'est ça l'objet de mon plaidoyer d'ailleurs, ces États qui se réunissent aujourd'hui, ils sont nombreux. C'est eux qui ont créé la Confégès comme organe de référence de l'appui institutionnel de la francophonie dans les politiques de jeunesse. Mais ils sont nombreux à avoir réduit leurs subventions à la Confégès. Donc on dit une chose et on fait le contraire. Il y en a qui ne cotisent même plus. Il y en a qui ont même annulé, je n'ose pas les citer, mais pas des moindres, qui ont annulé totalement les subventions qu'ils accordaient à la Confégès. Et notre rôle ici, c'est de plaider davantage, mener un vaste plaidoyer pour amener les chefs d'État qui se retrouvent à replacer au centre de leur sommet la problématique du financement de la jeunesse, de l'insertion des jeunes. Je le dis pourquoi? Je me sers d'une exhortation, veuillez m'excuser de reprendre cet exemple, du président Sassou. C'est en 1900, je crois en 99, le sommet, en 2000, à Montreux. C'est ça, je crois que c'est en 2000, si je ne me trompe. Oui. Voilà. Il se posait la question sur le chômage des jeunes. Répondu, ça n'épargne plus aucun pays. Il dit, plusieurs de nos jeunes qui ont étudié comme nous, plus que nous, je reprends ça comme ça, hein, c'est pas tout à fait dans les... Mais enfin, l'esprit, c'est celui-là. Qui ont étudié plus que nous, ou comme nous, se retrouvent aujourd'hui sans emploi malgré les diplômes et les formations professionnelles qu'ils ont pu obtenir et acquérir. Serons-nous capables de leur répondre lorsqu'ils nous poseront la question « Pourquoi ?» Voilà. C'est donc une problématique que lui posait déjà à ce moment-là. Et beaucoup de chefs d'État. Ça a amené les chefs d'État à financer davantage le fonds d'insertion. Là, au niveau de la Confégès. Il va plus loin et à ce moment, il exhortait les gens à financer les projets d'insertion des jeunes au travers des microcrédits pour permettre aux jeunes d'entreprendre, de partir du statut de demandeur d'emploi au statut de créateur d'emploi. Donc c'est une préoccupation qui garde toute son actualité aujourd'hui et nous allons travailler ici durement pour replacer cette problématique au centre des préoccupations des chefs d'État. Sinon, c'est le fiasco. Et là, je suis d'accord avec vous. Il faut le faire. Mais là aussi, il faut le dire, la société civile et les jeunes pêchent sur deux points. Le point de l'ignorance et le point d'un manque d'activisme éclairé. L'ignorance, pourquoi? Dans la majorité des États, il y a des épargnes budgétaires. Je prends le cas du Congo que je connais très bien. Voilà bientôt 5 ou 6 ans. Chaque année, nous avons une épargne budgétaire de pratiquement le quart du budget national. Pratiquement. Donc 25% du budget national est épargné pour servir demain aux générations futures. C'est donc un gros investissement pour la jeunesse. Mais quelle est la réflexion que les jeunes, et dans beaucoup de pays, il y a pratiquement ces mêmes politiques. Quelle est la réflexion que les jeunes mènent pour se servir aujourd'hui de cette épargne de façon, au lieu qu'elle soit thésaurisée, qu'elle puisse être mieux maximisée, mutualisée. Qu'on s'en serve aujourd'hui pour que ça génère le profit pour préserver les autres demain. Ce n'est pas la préoccupation des jeunes. Ce n'est pas la préoccupation de la société civile. On passe plutôt le temps à demander plus d'efforts des gouvernements sans savoir qu'il y a déjà une manne qui est là dont on peut se servir si on est un peu plus intelligent, si on est un peu plus outillé. On ne le fait pas. Deuxième erreur dans laquelle nous tombons souvent, l'aide au développement. Nous sommes tombés dans un piège où l'aide au développement profite parfois directement aux associations. Et même là, la société civile ne réalise pas que c'est l'apport aussi de leurs États. Vous croyez que quand n'importe quel organisme international finance des associations dans la mise en œuvre de certains programmes, est-ce que s'il n'y avait pas un gouvernement
démocratique, solide, ainsi de suite, on devrait donner de l'argent aux associations. Non. Ça rentre dans le cadre des accords que les multinationales, que les organismes internationaux signent d'abord avec les États. Nous mettons à la disposition de l'État tel crédit. Et par ce crédit, on va financer des organisations de jeunes.